On a le plaisir, le grand plaisir de retrouver Caroline, agrégée de mathématiques depuis 2022, et qui revient pour nous parler de l'ellipse de Steiner. Donc, je vais vous présenter un développement sur l'existence et l'unicité de l'ellipse de Steiner. Donc, on va considérer T un triangle non aplati du plan euclidien. Donc, je vais noter A, B et C les sommets. Et on va montrer qu'il existe une unique ellipse tritangente au milieu des côtés de T. Et c'est donc cette ellipse qu'on appelle l'ellipse de Steiner. Donc je vais noter I, J, K les milieux des côtés et on va avoir donc une unique ellipse qui passe par ces trois points en étant tangente aux côtés. Dans un premier temps, nous allons montrer l'existence. Donc pour montrer l'existence, on va partir du cas particulier d'un triangle équilatéral A, B, C. Donc soit T un triangle équilatéral. On a l'existence du cercle inscrit qui est en fait une ellipse de Steiner. Donc si je note I, J, K les milieux des côtés, le cercle inscrit que je vais noter C est une ellipse de Steiner. Donc, dans ce cas particulier, on a l'existence. On va maintenant faire agir notre groupe des applications affines sur T pour montrer l'existence dans le cas général. Donc on va en fait considérer un triangle T'. Donc je vais noter les sommets A', B', C'. Comme on a pris des triangles non aplatis, ABC et le triplet A', B', C' forment des repères du plan. D'après le théorème fondamental des applications affines, il existe une unique application affine qui transforme un repère en un repère, donc qui va transformer notre triangle T en un triangle T'. Et on va montrer que l'image du cercle par cette application affine est une ellipse de Steiner. Ce qui nous montrera l'existence de cette ellipse dans un triangle quelconque. G étant une application affine, elle conserve le barycentre. Donc comme I, J et K sont les milieux des côtés, leur image, G de I, G de J et G de K, sont aussi milieux des côtés de T'. Je vais noter ces images I', J' et K'. On va ensuite montrer que l'image du cercle est une ellipse. C est donnée par une équation de degré 2. Notre application représente un changement de variable, linéaire. Donc, G de C sera toujours donné par une équation de degré 2. Par une équation de degré 2. Ce qui signifie que c'est une ellipse, une conique. De plus, le cercle est compact. G est continu. Donc, l'image de C reste compacte.
Et la seule ellipse compacte non réduite à un point est une ellipse. Ainsi, l'image de C est une ellipse. Il nous reste maintenant à montrer que cette ellipse va être tangente au milieu des trois côtés. Donc on va montrer que G conserve la tangente. Pour cela, on va paramétriser le cercle par une fonction gamma telle que gamma de 0 soit égal à I et gamma prime de 0 soit égal au vecteur AB. Et on va montrer que l'image de C admet une tangente en I', deux directions, la droite A'B'. Donc pour cela, on va s'intéresser à la différentielle de G rond gamma en 0, qui est la différentielle de G en gamma prime de 0. La différentielle d'une application affine, c'est sa partie linéaire, et l'image du vecteur AB est le vecteur A'B'. On a les trois conditions pour avoir une ellipse de Steiner. Ainsi, l'image de C, que je vais noter epsilon, est une ellipse de Steiner, ce qui nous montre l'existence dans un triangle quelconque. On va maintenant montrer l'unicité. Pour l'unicité, on va partir encore du cas particulier du triangle équilatéral et on va montrer que toute ellipse dans un triangle équilatéral est en fait un cercle. Ce sera le cercle inscrit et par l'unicité du cercle inscrit, on aura donc l'unicité d'une ellipse de Steiner. Donc soit T équilatéral, donc je vais noter ABC, c'est sommé, et on va considérer dans ce triangle une ellipse de Steiner. Une ellipse de Steiner. L'objectif étant de montrer que cette ellipse est en fait le cercle inscrit. On va faire agir une fois de plus notre groupe des applications affines. Donc on va prendre G, une application affine, qui transforme notre ellipse en un cercle. Donc G va transformer notre triangle T en un triangle que je vais noter T'. On va maintenant supposer que ce nouveau triangle est équilatéral. Je vais refaire un schéma ici. J'ai un triangle ABC sur lequel j'applique mon application affine pour obtenir un triangle A'B', C'. Donc là, j'ai une ellipse de Steiner. Supposons donc que T' est équilatéral. J'ai donc deux triangles qui sont semblables. Or, d'après le théorème fondamental des applications affines, il existe une unique application qui transforme le triangle T en un triangle T', c'est-à-dire que G est en fait une similitude. Donc si j'applique S-1 de C, qui est en fait égal à epsilon, alors epsilon est un cercle. Est un cercle. Ainsi, l'ellipse de départ est le cercle inscrit
ce qui nous donne l'unicité. Maintenant, il nous reste à montrer que ce triangle T' est bien équilatéral. Donc montrons que T' est équilatéral. Alors, on a G de epsilon donc, que j'ai noté C. Par construction, C est le cercle inscrit à T', parce qu'on a conservation des tangentes. On va noter O son centre. Donc, hop. Et on va montrer que O est aussi le centre du cercle circonscrit. Par conservation des barycentres, l'image de I par G, que je note I', sera le milieu de A'B'. I, milieu de A'B'. Et par conservation de la tangente, parce que je pars d'une ellipse de Steiner, je sais que OI' est perpendiculaire à A'B', ce qui signifie que O appartient à la médiatrice du segment A'B'. Avec un raisonnement analogue, on remarque que O appartient aussi à la médiatrice du segment B'C' et que O appartient aussi à la médiatrice du segment A'C'. Ainsi, O est le point de concours des médiatrices. Donc, O est le centre du cercle circonscrit. Alors, je vais noter petit r, le rayon du cercle inscrit, et je vais noter grand R, le rayon du cercle circonscrit. Et je vais terminer en utilisant le théorème de Pythagore et en calculant en fait les longueurs du triangle T'. Donc la longueur A'B', c'est 2 fois la longueur A'I'. J'ai un triangle rectangle, donc la longueur A'I' va être égale à la racine carrée de grand R au carré moins petit r au carré. De même, ma longueur C'B' va être égale à 2 fois, donc si je note J', ce point, 2 fois la longueur J'B', qui s'exprime aussi comme la racine carrée de grand R au carré moins petit r au carré. Et ma longueur A'C' va s'exprimer de la même façon avec un raisonnement analogue. Ce qui montre bien que T' est équilatéral. Donc, d'après le point que j'ai montré au début, l'image réciproque de C est en fait un cercle. C'est le cercle inscrit, et par unicité du cercle inscrit, j'ai l'unicité de l'ellipse de Steiner dans un triangle équilatéral. Et en faisant agir notre groupe des applications affines sur T, on a l'unicité dans un triangle quelconque. Voilà. Eh ben écoute, 14 minutes, t'as pas perdu. Bravo. C'est moins bien, ouais. Si, c'est impeccable. Quelques petites questions. Donc, bon, d'abord, il me semble que tu avais dit G de C est une ellipse compacte non réduite à un point, donc c'est une ellipse. Donc, il me semble qu'il y avait une petite... c'est pas une ellipse compacte, ce qu'il fallait dire, c'était... Voilà, oui, le cercle est compact, G continue, donc l'image de C est compacte, et on a montré que c'est aussi une conique, et la seule conique compacte non réduite à un point. Voilà, c'est une ellipse, donc c'est par élimination, d'où l'intérêt de faire des classifications pour être sûr
qu'on ne s'est pas trompé. Ici, alors, on a que C est donné par une équation de degré 2. Et donc, G de C est donné par une équation de degré 2 aussi. Je suis d'accord? Est-ce qu'on peut préciser si l'équation de degré 2, c'est P de XY égale 0, quelle est l'équation de degré 2 que vérifient les éléments de G de C, qui caractérisent les éléments de G de C? Alors, du coup, on a G de C qui est l'ensemble des éléments XY tels que G non. On va les appeler X', Y', les éléments de G de C peut-être? Oui. Mais oui, voilà, les X', Y' tels que G de X, Y soit égal à X', Y'. Donc, P de XY égale 0 va se traduire par... on aura X', Y' qui sera G-1 de X, Y. Et donc, G de C sera donné par l'équation P rond G-1 de XY égale à 0. Non, G-1 de P. J'ai écrit une bêtise. Non, c'était P. Alors regarde, on reprend. On a P de XY qui est égal à 0. Oui. Donc, et XY, alors X', Y' est égal à G de XY. Donc ça veut dire, là ici, il y a une erreur, là. C'est l'inverse. C'est XY qui est égal à G-1 de X', Y'. Maintenant, on va réécrire P de XY égale 0. Donc P de XY égale 0. Ça implique quoi? Ça va nous donner P rond G-1 de X', Y' égale à 0. Voilà, et donc c'est l'ensemble des X', Y'. Donc maintenant, l'équation de degré 2 dont tu parlais, c'est quoi? C'est celle-ci. Voilà, qui est bien de degré 2, on vérifie, hein, parce que P est de degré 2 et G de degré 1. Hein. Oui. Est-ce que tu peux expliquer à un moment, donc finalement, donc pour un triangle équilatéral, il n'était pas clair au départ, c'était pas gagné au départ, qu'on ait une unique ellipse tritangente au milieu, mais est-ce qu'il était clair au départ qu'il y a eu un unique cercle tritangent au milieu? Alors il y a unicité du cercle parce que en fait un cercle est défini par 3 points. Oui. Et donc ce cercle est défini par les points I, J et K qui sont au milieu des côtés. Donc, ok. Alors tu utilises souvent que le fait que le cercle, la tangente en un point du cercle est orthogonale au rayon. Alors est-ce qu'on peut, donc on peut faire un dessin. Ici, on a un vecteur U, par exemple, voilà, un vecteur U, et là, la tangente est orthogonale ici au rayon. Et on a une bonne orthogonalité. Alors est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, voir pourquoi, et essayer de comprendre cette orthogonalité avec les outils qu'on a à la grecque? Donc si on considère la forme quadratique Q, l'équation du cercle est donnée par Q de U égale à 1. Alors ce serait quoi Q de U? Si U, ses coordonnées, c'est X, Y. On va dire que c'est le cercle de rayon 1, donc U égale X, Y. Ça serait X au carré plus Y au carré égale 1. Voilà, X au carré plus Y au carré égale 1, d'accord. Et on va s'intéresser à la différentielle de notre forme, de Q de U. Donc si je regarde Q de U plus H, ça va être égal à Q de U plus 2 fois le produit scalaire de U et H plus Q de H.
Et on veut en fait que ce produit scalaire soit égal à 0. Oui. Et donc là, on a effectivement l'orthogonalité. Ça veut dire que H est orthogonal à U. H orthogonal à U. Ouais. Ici, on a H orthogonal à U. On a bien l'orthogonalité. C'est le fait que quand on a une fonction f de U égale constante, bah, sa tangente en un point, c'est la différentielle en ce point qui doit être nulle. Et ça nous donne un espace tangent. Et si on avait, au lieu d'un cercle, si on avait une ellipse, comment faudrait transformer ce résultat? Qu'est-ce qu'on aurait comme propriété de la tangente par rapport au rayon? Voilà, on part de O, voilà, O, comme ça. Alors là, c'est un point un peu particulier, parce que là, tu as pris le petit axe. Hein, donc là, on est vraiment sur un truc très, très particulier. Donc, là, on n'a pas d'angle droit. Hein. Si on note U encore, ce vecteur, oui, on a encore Q de U égale 1, par exemple. Hein, on peut toujours ramener une ellipse à Q de U égale 1, avec Q définie positive. Hein. Donc si on va s'intéresser à Q de U plus H encore. Oui, oui. Donc on aura la même forme. Mais là, c'est un autre produit scalaire. Oui, c'est plus le produit scalaire habituel. Oui, je l'ai noté comme ça. On peut l'appeler B de UH, peut-être. B de UH. Voilà, c'est la forme polaire. Là, cette fois-ci. Et donc, on a encore voilà, le H. Oui. Et bien, cette fois, on veut encore que cette partie soit égale à 0. Oui. Donc, c'est pas un angle droit, mais ça reste une orthogonalité, mais cette fois-ci pour une autre forme que la forme canonique habituelle. Oui. Ok. Ok. Alors, entre parenthèses, on remarque, hein, donc ça c'est une remarque personnelle que je vais faire, que pour le petit axe et le grand axe, ok, alors on a une vraie orthogonalité, une orthogonalité habituelle. Est-ce que tu saurais relier cette orthogonalité à un théorème qu'on connaît ? Quels sont ces vecteurs orthogonaux ? Ça veut dire qu'il y a une orthogonalité à la fois pour B, donc la forme polaire de la forme quadratique Q, et pour ce que tu as appelé, ce que tu as mis entre angles, là, UH. Donc BUH égale 0, et ça, UH égale 0. Ça remonte loin dans les souvenirs, là ? Un peu. Comment ça s'appelle ce théorème ? On a deux orthogonalités. L'orthogonalisation simultanée. Et oui, c'est le théorème spectral. Le théorème spectral. En fait, on est tombé sur les vecteurs propres. Le petit axe et le grand axe sont les vecteurs propres pour la forme quadratique Q. Okay. Finalement, pour l'endomorphisme associé à la forme quadratique Q. Oui, c'est un peu loin. Mais c'est des beaux souvenirs. Oui. Eh ben alors, voilà. Tiens, je te pose une dernière question. Allez, mais elle est bête et méchante. Pourquoi le cercle, ici, tu l'as fait à l'intérieur, parce que c'était le cercle inscrit dans le triangle équilatéral. Et dans l'autre, tu l'as fait à l'intérieur aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le cercle soit déborde ou soit un peu à l'extérieur ? Pourquoi il reste à l'intérieur du triangle ? Eh ben, G conserve le barycentre. Voilà. Donc, on a des... Oui. On a quelque chose de convexe. Et l'intérieur, oui. Et comment, avec les barycentres, on arrive à caractériser l'intérieur du triangle ? C'est l'ensemble des barycentres à coefficient positif des trois sommets. Eh ben voilà. Impec, qu'on s'arrête là. Merci. Et à bientôt, j'espère. Oui.